Bonjour Olivier Faure. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous êtes également député de Seine-et-Marne. François Bayrou a exclu tout retour à l'âge de départ à 62 ans. Vous vous êtes fait avoir quand même. Non. Non. Non, parce que le débat va continuer, mais c'est vrai que cela pose une question. Que vaut la parole de François Bayrou? C'est lui qui s'est engagé à ce processus, à ce qu'il a appelé un conclave, qui doit permettre aux partenaires sociaux de chercher une solution pour venir remplacer la loi Borne, qui a été contestée par une immense majorité de Françaises et de Français. Et les solutions, elles existent. Il est aujourd'hui, évidemment, difficile de venir, comme le fait le Premier ministre, opposer la guerre, prendre prétexte de la guerre pour mener une guerre sociale dans notre pays. Et donc, il y a maintenant une nécessité, c'est de laisser le processus aller à son terme et à l'issue de ce processus. Il a encore un sens pour vous? Mais bien sûr qu'il a un sens. Et y compris parce que les propositions, elles vont abonder et qu'il y a d'autres possibilités, d'autres voies de passage que celle de faire, en réalité, payer les retraites par ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui vont être obligés de travailler plus longtemps pour pouvoir financer nos retraites. Vous faites comme s'il n'avait rien dit, en fait. François Bayrou. Mais j'entends que dans ce gouvernement, la réalité, c'est qu'on dit des choses très différentes. Vous avez un côté François Bayrou qui, effectivement, donne le sentiment de donner un terme à ce conclave qu'il a lui-même convoqué. Et puis j'entends aussi Éric Lombard qui dit que les partenaires sociaux doivent continuer à travailler. J'entends Catherine Vautrin qui dit la même chose. Donc vous préférez entendre, ou en tout cas croire, Éric Lombard que François Bayrou? Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il y a des syndicats et le patronat qui sont à la tâche et qui continuent à se parler et qui continuent à vouloir avancer. Et ce que je prétends à votre micro ce matin, c'est que les solutions, elles existent. De quoi parle-t-on? On parle à l'échelle, enfin je prends les chiffres de la Cour des comptes, en 2035, le surcoût que représenterait le retour à 62 ans, c'est exactement 10,4 milliards d'euros. 10,4 milliards d'euros. Ça veut dire quoi? Vous nous dites 10,4 milliards d'euros, c'est rien ou c'est beaucoup? C'est à la fois beaucoup et à la fois c'est très peu. Prenez l'exemple des niches fiscales qui sont aujourd'hui dans notre pays, qui permettent à des gens de s'exonérer d'une part de leur impôt. C'est près de 200 milliards. Vous prenez les niches sociales, c'est près de 100 milliards. Et donc, vous avez là des ressources, par exemple, qui pourraient être mobilisées. Mais ça veut dire... Qui pourraient servir aujourd'hui à financer nos retraites, à faire en sorte que chacun puisse partir à la retraite en bonne santé. Mais ça veut dire, Olivier Faure, qu'au fond, vous considérez que ce qu'a dit François Bayrou, c'était quoi? C'était une maladresse. Vous pouvez tout de même, au moment où on se parle, vous croyez encore qu'il est possible de revenir à la retraite à 62 ans? Oui, je le pense. Je pense que la politique est une affaire de choix. Et que si je devais faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, je dirais simplement que nous ne défendons pas simplement des frontières, bien sûr des frontières. Nous défendons aussi un mode de vie, un modèle social, nous défendons un modèle démocratique et que ça suppose, en l'espèce, de défendre à la fois un modèle démocratique, parce que cette retraite à 64 ans, c'est une blessure non seulement sociale, mais aussi démocratique. Et que c'est aussi, donc, nous défendons aussi cet art de vivre, cette façon aussi d'avoir un contrat social qui permet aux gens de partir, je le répète, à la retraite en bonne santé. Mais est-ce que tout ça n'est pas une forme d'hypocrisie? C'est-à-dire qu'au fond, mais pourquoi vous vous êtes donné des gages les uns les autres, lorsqu'il a été question de censurer ou non le gouvernement de François Bayrou. Jusqu'à la dernière seconde, vous aviez besoin aussi d'emporter un morceau. Ce morceau, c'était ce conclave, c'était cette négociation possible. Et je cite le Premier ministre à l'époque, qui vous a quand même donné ce mot, sans totem ni tabou. Et aujourd'hui, il vous dit, finalement, non, en fait, on ne reviendra pas à la retraite à 62 ans. Et vous dites, non, j'ai pas entendu. Non, je dis pas que j'ai pas entendu. J'ai très bien entendu ce que dit François Bayrou. Et j'ai très bien entendu aussi ce que disait la même journée Édouard Philippe, qui propose lui-même d'aller plus loin encore. Il dit que ce conclave est hors sol. Oui, lui, ce qu'il propose, c'est la retraite à 67 ans, rappelez-vous. Et donc, je pense que ça mériterait, et si le président de la République, à un moment, met ses vœux à exécution, ses promesses, ses engagements à exécution, en disant qu'il peut soumettre à référendum un certain nombre de sujets, celui-là en est un excellent.
Je pense que les Françaises et les Français, entre le choix de décaler l'âge de la retraite à 67 ans ou de revenir à 62 ans, je pense qu'ils pourraient être effectivement questionnés et ils pourraient répondre directement. Il Parce n'est donc que pas question la pour retraite, vous. c'est un contrat que nous avons passé les uns avec les autres. Le contrat social français, il est aussi basé sur des éléments qui font que nous sommes peut-être une nation singulière. Mais nous avons fait un choix, c'est que effectivement, nous considérons que la retraite est le moment qui permet à chacune et à chacun, après une vie de travail, après une vie d'avoir créé des richesses, et bien de pouvoir avoir le droit au repos bien mérité. Vous ne censurerez donc pas le gouvernement de François Bayrou? Pourquoi me dites-vous ça? Non, bien sûr que non. En fait, nous pouvons très bien censurer le gouvernement de François Bayrou. S'il n'honorait pas ça, son engagement d'aller jusqu'au bout, si il donnait le sentiment que parce qu'il n'y a pas d'accord, on en reste à la réforme Borne, sans donner la parole au Parlement, ce à quoi il s'est engagé, eh bien, effectivement, nous pourrions très bien censurer ce gouvernement. Mais vous François estimez qu'à Bayrou ce commet stade, une erreur. vous estimez qu'à ce stade, Je vais jusqu'au allez-y. bout. François Bayrou commet une erreur. Il pense que nous ne pouvons plus le censurer. Et il pense que du coup, il est indéboulonnable. La réalité, quelle est-elle? C'est que nous avons sanctuarisé le budget au moment du vote de la loi de finances. Nous n'avons pas sanctuarisé la place de François Bayrou. Ça n'a rien à voir. Et donc, oui, effectivement, la censure, elle est toujours sur la table. Et il n'est pas possible, à un moment, de faire en sorte, quand on cherche le compromis, on le cherche jusqu'au bout. On ne fait pas semblant. Et donc, nous serons les garants de cette recherche. Le pacte est sur la table. À ce stade, il n'est pas rompu. À ce stade, tant que le fameux conclave, la conférence sociale fonctionne, eh bien effectivement, ça n'est pas encore rompu. Quand vous dites il fonctionne, est-ce qu'il fonctionne vraiment encore? Force ouvrière a quitté les négociations. L'UDP, elle a annoncé ce matin, l'UDP, ce sont les artisans, ils ont annoncé également quitter les négociations. La CGT hésite. Est-ce que vraiment vous estimez qu'au moment où on se parle, ce conclave ou cette conférence sociale est encore effective? Elle l'est encore, hein, et je souhaite que chacun ait le sentiment de sa responsabilité. Je préférerais que, même y compris ceux qui quittent la table, y reviennent. Pourquoi? Vous appelez l'UDP, vous appelez Force Mais ouvrière à revenir à la table des parce négociations? que le rapport de force, il ne peut pas se faire avec des chaises vides. On a besoin de venir produire des solutions. J'en ai présenté quelques-unes tout à l'heure, il y en a d'autres. Et donc, il faut évidemment que nous puissions, à un moment, venir dire qu'il y a d'autres voies de passage et qu'on ne peut pas laisser le récit gouvernemental s'imposer selon lequel, puisqu'il y a des efforts à faire en matière de défense, que je ne conteste pas, et même que j'approuve, eh bien on ne pourrait rien faire sur les retraites. Ça n'est pas vrai. Vos partenaires ou anciens partenaires de la France Insoumise appellent à une manifestation le 22 mars. Et pour cet appel à la manifestation, ils ont d'ailleurs publié un certain nombre d'affiches. Il y a celle qui a fait polémique avec le visage de Cyril Hanouna, considéré comme reprenant les codes de l'antisémitisme des années 30. Jean-Luc Mélenchon refuse même qu'on lui pose la question. Il l'a fait avec mon confrère de France 3. Quelle est votre réaction à vous, Olivier Faure? On ne vous a pas entendu depuis que cette affiche a été publiée. Le 22 mars, ce n'est pas la France Insoumise qui appelle à manifester, ce sont un collectif d'associations antiracistes. On ne peut pas défiler le 22 mars et avoir des affiches qui sont profondément à caractère antisémite, qui en reprennent tous les stéréotypes. On peut contester Cyril Hanouna pour ce qu'il dit, pas pour ce qu'il est juif. Et donc, c'est inacceptable, c'est intolérable. Et ce qui est encore plus intolérable, c'est qu'ils ont retiré cette affiche et ils n'ont pas accepté de donner des excuses. Et donc, moi, j'aimerais comprendre ce qui se passe dans la tête de celles et ceux qui dirigent aujourd'hui la France insoumise. On ne peut pas, à gauche, nous qui avons été, depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à aujourd'hui, de ceux qui ont toujours défendu la lutte contre l'antisémitisme, eh bien être de ceux qui jouent avec les codes de l'antisémitisme, qui laissent penser qu'il pourrait y avoir une gauche qui pourrait se satisfaire de la haine du juif. C'est impossible. Et donc, il y a un moment où, effectivement, ces gens doivent se reprendre et doivent accepter de présenter des excuses et expliquer que la France insoumise ne peut pas, à un moment quelconque de son histoire, eh bien, adhérer de près ou de loin à ce qui a fait le malheur de notre pays. Il y a pour vous une ambiguïté qui n'est pas levée parce qu'il n'y a pas d'excuse. Mais il y a aujourd'hui une répétition. Quand on est en plus taxé d'antisémitisme régulièrement, ce qui est le cas de la France insoumise, on ne diffuse pas une affiche qui reprend, je le dis, tous les codes antisémites des années 30. Et donc, il faut là, à un moment, effectivement, non pas simplement retirer et faire comme s'il n'y avait pas eu une faute. Il y a eu une faute. Et donc, ça suppose que maintenant, elle soit corrigée, y compris en présentant des excuses et en disant, nous ne pouvons pas, effectivement, manger de ce pain-là.
Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon face à mon confrère Francis Letellier sur France 3, s'insurgeant, allons même jusqu'à injurier le journaliste qui l'interrogeait en lui disant mais vous êtes radin. Est-ce que vous avez été surpris par cette manière de répondre? Mais je trouve ça surtout insupportable. Insupportable quand on commet une faute, et ça peut nous arriver. Et il est possible que cette affiche n'ait pas été produite par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Mais en ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoutez, c'était absolument ce que je viens de dire. C'était insupportable, c'était inacceptable. La personne qui a réalisé cette affiche, eh bien, elle sera sanctionnée. Et nous allons veiller à ce que dans notre propre mouvement, désormais, tous ceux qui pourraient être sur une forme d'ambiguïté avec l'antisémitisme, eh bien, soient exclus. Ça, ce serait une réponse qui me paraîtrait parfaitement normale, légitime. Mais on ne peut pas avoir des gens qui manifestent le samedi pour l'antiracisme et contre l'antisémitisme, et puis le lundi avoir des gens qui font le contraire.